Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est la journaliste Ambre Godet. Ambre est la voix de l'info sur RTL2 Marseille. Avec son mari, Tristan, elle a créé le blog de voyage 48 heures chrono. L'idée ? Proposer des destinations pas chères au départ de Marseille pour des week-ends dépaysants à travers le monde. Au départ, c'était un jeu entre eux, une forme de battle à qui serait le plus surprenant. Puis c'est devenu un blog et désormais un art de vivre. Chaque 15 jours, ils quittent le nid et nous font partager leurs expériences et leurs bons plans. Alors cette habitude nécessite une grande organisation, surtout quand on est à la tête d'une tribu recomposée de 4 enfants. Alors job, famille, voyage et sa dernière merveilleuse expérience au Cameroun dans un orphelinat pour chimpanzés, Ambre nous a tout raconté. Je vous laisse découvrir notre conversation. Ah oui, c'est trop marrant. De se retrouver à cette place-là. Ah bah pour moi, t'imagines pas comme c'est drôle. Ah mais oui. Parce que moi, c'est la place inverse de d'habitude. Moi, c'est moi qui pose les questions d'habitude. C'est ça. Et est-ce que tu aimes parler de toi ou pas trop ? Ah bah je pense pas trop. Mais écoute, on va voir. On va voir. Allez, on se lance. On se lance. 3, 2, 1. Salut Ambre. Salut Caro. Merci de me recevoir dans le studio RTL2, donc dans lequel tu officies chaque matin. Oui. Tu es la voix de l'info, je le rappelle. Absolument. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me dises comment tu te définis. Comment je me définis ? Ouais. Alors, je suis une journaliste de 37 ans, très passionnée, j'adore ce que je fais. Voilà, j'ai beaucoup de chance, je m'estime très chanceuse parce que j'ai toujours réussi à aller là où je voulais. Et alors, j'ai des très grands rêves, mais j'arrive toujours par des moyens détournés à y accéder. Voilà, je dirais je suis une maman de 2 enfants et puis je suis une grande passionnée. Voilà. Alors c'est drôle parce que pour préparer cette interview, j'ai eu ton mari, Tristan. Je lui ai demandé de me parler de toi. C'est vraiment drôle ce que tu viens de dire. Ah. Voilà ce qu'il me dit à ton sujet. Ambre est avant tout une amoureuse de la vie, des expériences, des voyages, des rencontres et de son homme, bien sûr. Dans le boulot, on va dire que c'est une fonceuse qui aime créer, développer et mener des projets. Elle ne supporte pas la routine et c'est pour ça qu'elle est en mouvement perpétuel. Waouh, c'est chouette. Bon, c'est bien d'avoir un mari qui me comprend. Qui te connaît parfaitement, visiblement. Alors, ce mouvement perpétuel, justement, c'est ce qui m'a donné envie de te rencontrer et d'en apprendre un peu plus à ton sujet. Oui. Et que nous revenions dans un premier temps sur ce projet 48 heures chrono, viens, je t'emmène, Ouais. qui, je dois le dire, nous fait beaucoup rêver, mais également nous fait nous interroger sur l'organisation que cela doit représenter. Alors, raconte-nous déjà comment est née cette idée. Alors, 48 heures chrono, au départ, c'est un divorce qui est au départ. C'est-à-dire que Tristan et moi, donc, on a divorcé chacun, et donc pour se mettre ensemble. Donc, un week-end sur 2, nous n'avions plus d'enfants à la maison. Et en fait, c'était très dur, ce syndrome du nid vide, quand tu rentres le vendredi soir et que tu n'as pas d'enfants à la maison, pas l'habitude. Donc, du coup, comme j'étais un peu déprimée, Tristan m'a dit, ok, fais ta valise, je t'emmène. Et donc, ça a commencé comme ça. Et au départ, on se faisait des petits week-ends à droite, à gauche. Et en fait, je suis complètement rentrée dans le jeu. Et puis, petit à petit, on a fait des battles de week-end, c'est-à-dire celui qui avait la meilleure idée, qui partait... on trouvait toujours des billets pas chers au départ de l'aéroport de Marseille, parce qu'on n'avait pas non plus des tonnes de finances pour tout ça. Donc, du coup, on se débrouillait pour trouver des billets pas chers. Quelle que soit la destination, on s'en fichait, finalement. Et voilà. Et petit à petit, on a commencé à développer. Pendant 5 ans, on a fait ça rien que pour nous. Et puis petit à petit, les potes nous disaient « Mais attendez, vous êtes partis là, donnez-nous vos bons plans, et là, c'était comment ?» Et on s'est rendu compte qu'on était quand même finalement assez aguerris en termes de voyage en Europe. Donc on s'est dit on va faire un blog pour pouvoir partager avec nos copains tous nos bons plans. Donc c'est vraiment ça, 48 heures chrono, c'est un truc entre nous, entre réseaux, entre gens qu'on connaît, qui font partager aux gens qui connaissent, et pour donner nos destinations, les lieux qu'on a aimés, les bonnes adresses, parce qu'on est à la fois des gourmands, des sportifs, des aventuriers. Donc du coup, on teste plein de choses et on partage tout sur 48 heures chrono. Et du coup, maintenant, vous êtes un peu obligés de continuer. Ah ouais, c'est vrai parce qu'on attend la suite des aventures à chaque fois. Oui, puis à chaque fois, on a l'impression d'aller plus loin. On se dit, là, on a atteint notre max, on pourra pas faire plus. Puis finalement, j'ai toujours des nouvelles idées, donc c'est sans fin.
Quel regard portent sur vous vos enfants? Parce que vous paraissez quand même en mouvement perpétuel, on l'a déjà dit. C'est assez drôle, c'est pas commun. Qu'est-ce qu'ils vous en disent, vos enfants? En fait, ils sont, du coup, ils voyagent aussi pas mal parce que dès qu'on peut, pendant les vacances, on les emmène. Donc, on les emmène pas sur des destinations très lointaines. On les emmène en Europe. On est parti en Croatie quand ils avaient 3 ans. On les a tous emmenés au Maroc. À Noël, on les emmène en Norvège. Donc, on fait des destinations pas lointaines, mais en même temps, qui sont quand même assez exceptionnelles pour leurs âges. Donc je pense qu'on on leur donne cette notion de porte ouverte sur le monde parce que c'est ça qu'on veut leur communiquer, c'est l'envie d'aller voir partout ce qui se passe. Et ça fonctionne bien parce qu'ils ont décidé que plus grand, ils ouvriraient un ranch au Canada tous les 4. Donc du coup, ouais, et donc ils ont déjà un business plan très aguerri. Donc du coup, voilà, on se dit le message passe. Donc ça, c'est chouette. C'est une vraie fratrie en plus, c'est un bel exemple de famille recomposée. Ah ouais, pour le coup, ils se sont connus, ils étaient tout petits. Donc maintenant, ils interagissent vraiment comme des frères et sœurs. Donc on est assez fiers de ça parce que même quand nous on s'engueule, eux ils nous regardent tous les 4 très affolés parce que eux, ça y est, c'est la vraie fratrie et on peut pas casser ça. Donc on se dit bon, c'est cool, c'est une belle réussite, quoi. C'est chouette. Alors pour en revenir à l'organisation, comment ça se passe quand on bosse, quand on a 4 enfants à la maison et quand on part donc chaque 15 jours finalement? Ouais, en fait, c'est les week-ends où on les a pas. Ouais. Donc, du coup, on part le vendredi parce que nous, on a la chance d'être en matinale. Donc, du coup, on se lève tôt, mais on finit tôt. Donc, on se débrouille pour trouver des vols tôt dans la journée du vendredi. Et on se débrouille pour rentrer le dimanche soir parce que, du coup, il faut récupérer les enfants le dimanche soir avant que la semaine recommence. Donc, on trouve toujours des destinations en fonction de ces créneaux-là. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre blog 48 heures chrono. Ouais. Et sur place, vous profitez à fond. Ouais, alors on a la chance, on n'est pas des gros dormeurs. Donc je pense que ça aide. Voilà. Parce que du coup, on peut se coucher tard et le matin, à 7h, on est au taquet. On va faire un footing dans la ville qu'on découvre. Et puis, on se fait 12 expos dans la journée. On n'est pas... voilà. Et du coup... Souvent, ce que je dis à Tristan, c'est « Oh là là, on est crevé, faut qu'on parte ». C'est l'inverse, c'est-à-dire que nous, plutôt que de rester et de passer un week-end à dormir, ce qui va nous ressourcer, c'est de partir, de voir autre chose, de faire des nouvelles expériences. Et on rentre, on est en pleine forme, alors que pourtant, on n'a pas dormi. Mais nous, ce qui nous tient, notre énergie, elle vient des découvertes qu'on va faire. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est chacun son tour qui soumet une destination, une idée? Comment vous faites? Ouais, c'est vraiment chacun son tour. Enfin, et plus la vie avance et plus on a envie des mêmes choses au même moment. Donc du coup, ça tombe bien. Là, par exemple, le week-end prochain, on part en Roumanie et on avait tous les deux très envie d'aller voir le château de Dracula. Donc du coup, on s'est dit c'est le moment. On a trouvé un billet à 35 € pour partir en Roumanie aller-retour. Donc on s'est dit en fait... allez, on fonce. Donc, non, il n'y a pas... Tristan est plus ville, moi je suis plus nature. Et du coup, on essaye à chaque fois dans nos destinations de contenter les deux. Alors, côté bon plan, justement, tu parles de billets pas chers. J'imagine qu'à force, vous avez plein de pistes à partager. En fait, nos pistes, c'est d'abord de ne pas avoir une idée de là où on veut aller. En fait, c'est ça qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on va, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le site de l'aéroport, on veut partir telle date et revenir telle date, on rentre, on nous propose 10 destinations et en fait, on prend la moins chère. Et même si c'est une destination qui ne nous attirait pas au départ, on se dit il y aura forcément un truc à voir. Et on n'est jamais déçu, en fait. Toutes les destinations qu'on a faites, il n'y a jamais un moment où on s'est dit en fait, c'était nul. Jamais. Et donc, il ne faut pas se dire ce week-end, on veut partir à Venise. Il faut se dire ce week-end, on veut partir et on verra où est-ce que ça nous mène, quoi. Donc, le week-end prochain, Roumanie, c'est déjà prévu sur combien de semaines? En général, on est organisé genre 2-3 mois à l'avance. D'accord. Voilà. Donc là, vous savez déjà... Ouais, on sait déjà à peu près. Tu peux nous dire? Alors, en fait, justement, là, c'est une période un peu spéciale parce que comme je fais mon expo début décembre à Marseille, du coup, on a volontairement stoppé un peu pour que je puisse organiser ça. Donc, on a la Roumanie, après on a la Norvège à Noël. Et après, c'est parti pour la saison du ski. On adore aussi passer des 48 heures chrono dans les Alpes à côté de chez nous parce qu'on trouve qu'il y a plein de super adresses. Parce que la France est aussi super belle à découvrir. Donc, du coup, on s'est dit, cette année, il faut aussi qu'on se concentre un peu plus sur la France, qu'on arrête de partir partout. C'est très beau aussi chez nous. Très belle idée. Alors, pour celles et ceux qui suivent vos aventures, et j'en fais partie, il y a un point fort, votre mariage, je devrais plutôt dire vos mariages. Ouais. Donc, ça a été un moment vraiment fort à partager. Vous vous étiez promis 1 an de mariage.
Et vous avez tenu parole? Ouais. Raconte-nous ça. Oh bah, évidemment, comme on a une vie un peu bizarre, je voulais pas faire les choses simples. Donc, du coup, j'ai dit, viens, si on se marie qu'une fois, ça va passer trop vite, quoi. Moi, j'ai pas envie qu'on se marie juste sur 2 jours et que ce soit fini. Donc, j'ai dit, viens, on se marie sur 1 an. Alors, donc, c'est lui qui m'a fait sa demande en mariage sur la dune du Pilat en parapente avec une grosse banderole. Donc, ça, déjà, c'était complètement magique. Je m'y attendais pas du tout. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on s'est dit, allez, on fait vraiment une aventure de mariage plus qu'un mariage, quoi. Donc, du coup, on s'est mariés dans plein de pays. Alors, pas officiellement dans plein de pays, on s'est mariés pour la déconne dans plein de pays et officiellement en Islande. Alors, pourquoi l'Islande? Parce qu'on avait très envie d'un pays, déjà, d'un mariage dans le froid, en fait. Ouais. Voilà, moi, ça me faisait rêver, le mariage dans la neige. Et puis on avait envie d'un mariage à 2 parce que surtout moi j'avais envie de profiter de ce moment qu'à 2, qu'il n'y ait pas de choses qui puissent autour de nous interférer, pas de photographe pour nous dire de poser dans telle position, voilà, on avait envie de se concentrer que sur nous. Et du coup, on s'est dit, l'Islande, c'est un pays du bout du monde. On avait envie d'un truc un peu dur. J'avais pas envie d'une plage, j'avais envie d'un truc... Enfin, si, d'une plage, parce que c'était sur une plage, mais pas d'une plage des Bahamas. J'avais envie d'un truc froid, dur, où on était confronté à la nature brute. Où vraiment les éléments se déchaînaient. Voilà, où il y avait rien d'autre que la mer, le vent et nous, quoi. Le reste de l'année, on a eu un mariage avec des potes en Espagne. Donc ça, c'était hyper sympa, c'était hyper festif. On est parti avec 10 super potes qui, du coup, étaient investis encore plus que nous dans la cérémonie, qui ont joué le jeu à fond, qui nous avaient préparé plein de surprises. Donc dans les rues, qui lançaient des pétales de rose et tout. Enfin, c'était dingue. Ensuite, on s'est mariés en Louisiane. On a trouvé une vieille chapelle en bois trop belle. On s'est dit, là, c'est parfait pour se marier. Et donc, on a vu toutes les traditions là-bas en Louisiane, comment ils faisaient pour se marier. La mariée qui doit graver son nom avec sa bague de fiançailles dans la vitre de sa maison avant de partir à son mariage. Plein de choses comme ça. Donc, du coup, on l'a fait. Voilà, on a fait ça. Et puis, on a fini en beauté avec un mariage dans le Verdon. Donc, là où on a tout simplement, à côté de chez nous, invité toute la famille parce qu'il fallait bien qu'on se marie avec nos enfants aussi. Et là, c'était le point d'orgue. Là, c'était la grosse fête traditionnelle en pleine nature aussi, parce que c'est toujours ça qui prime, quoi. Mais tout aussi magique. Ouais, qui était tout aussi bien, vraiment, c'était... Mais quand même, l'Islande, ça reste un truc, merveilleux. C'était l'officiel, on s'est fait marier par une wedding celebrant, là-bas c'est possible, qui nous a mariés sur notre plage de sable noir, un jour de tempête, la veille de Noël, le 23 décembre. C'était une magie, vraiment la lumière était incroyable. Et je crois vraiment qu'on a fait le bon choix parce que j'ai cette image en tête qui m'accompagne au quotidien, quoi. Alors pour celles et ceux qui voudraient voir les photos et sur le blog, revivre cette aventure, voilà, sur le blog sûr. évidemment. Donc ça fait plusieurs années maintenant que vous faites ça. Est-ce qu'il y a quelques destinations qui sortent du lot et dont tu voudrais nous parler, qui t'ont vraiment marqué? Ouais, j'ai la Jordanie. On se disait, on va aller voir Indiana Jones, on va voir la Petra d'Indiana Jones. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on avait ce truc-là. On aime bien faire par rapport au film aussi, voilà, qu'on a vu. Donc du coup, on arrive à Petra. Et pour moi, Petra, c'était juste une grande arche en pierre, magnifique, et puis rien. Et en fait, pas du tout, en fait, Petra, c'est cette grande arche. Et derrière, il y a une cité perdue, vieille de 2000 ans, qui est sublime, mais vraiment, c'est-à-dire que tout a été construit à l'époque avec une ingéniosité incroyable. Ils avaient déjà inventé les égouts, les écoulements des eaux, enfin plein de choses, et tout est resté dans un esprit caché, en fait. On marche dans un dédale de pierre pour accéder à cette cité perdue. Et alors, on était là au coucher du soleil en Jordanie, on se disait, mais qu'est-ce que c'est beau! Et c'est peut-être pas suffisamment connu. C'est pas plus mal parfois. Et des fois, c'est pas plus mal, bien sûr. Oui, en fait, on adore aller dans des endroits justement qui sont pas très connus. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Belize cet été, un pays où tout le monde nous disait, mais le Belize, mais où est-ce que c'est? Alors c'est vrai que nous-mêmes, il y a encore un an, on savait pas où est-ce que c'était sur la carte. Alors justement. Alors le Belize, c'est à la frontière avec l'Honduras et le Mexique. C'est un pays d'Amérique centrale qui est tout petit.
et qui est bourré de nature sauvage. Donc du coup, c'est passionnant pour moi pour ça, parce qu'on fait chaque pas et on découvre une nouvelle espèce. Je crois qu'on connaît tous un peu sans connaître, si on écoute un peu Madonna, c'est ça? Ah, alors oui, voilà, c'est ça, exactement. La Isla Bonita de Madonna, c'est une chanson sur l'île d'Ambergris, qui est en fait une île du Belize, où, alors là, pour le coup, c'est vraiment l'île où les Américains viennent passer leur Noël, parce que c'est l'île comme on l'imagine, avec le Blue Lagoon, avec la barrière de corail, les poissons multicolores dans l'eau, enfin... Voilà. Donc encore une fois, j'invite tout le monde à aller regarder un peu vos photos, même sur le compte Instagram, parce que voilà, cette destination m'a fait particulièrement rêver et voyager. Bah oui, c'est vrai que le Belize, c'est chouette. Alors, il y a environ un mois, je t'ai contacté pour enregistrer ce podcast. Ouais. Et tu m'as dit, tu sais quoi, on devrait attendre un peu, parce que là, je pars vivre une aventure un peu dingue, et je crois que ce serait cool qu'on en parle. Et j'ai eu raison de patienter, car en fait, t'es partie au Cameroun. Oui. T'occuper de chimpanzés orphelin. Ouais. Incroyable. Raconte-nous tout. Ouais. Là, je veux tout savoir. Ça, c'était un rêve de gosse, mais vraiment. C'est depuis que je suis toute petite, je voulais partir en Afrique. Et je voulais partir, mais pas comme touriste, je voulais partir comme éco-volontaire, faire quelque chose d'actif, quoi, pour aller m'occuper d'une espèce. Le problème, c'est que quand on n'est pas ni vétérinaire, ni biologiste, il n'y a pas trop de raisons, quoi. Et j'ai trouvé une association qui nous permet de partir, même si on n'y connaît rien, voilà, sur un plan scientifique. Donc, ça s'appelle Papaye International. Et donc, on part comme éco-volontaire sur ce camp, qui est donc au Cameroun, dans la brousse la plus totale. On y accède après 2 heures de piste, après 15 minutes de pirogue. C'est complètement paumé, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, évidemment. Hein. On se retrouve sur un camp avec des chimpanzés qui sont orphelins parce que leurs mamans ont été braconnées. Donc il faut savoir qu'en Afrique, au Cameroun, surtout, en fait, le chimpanzé est mangé parce que ils ont rien à manger là-bas. Donc on mange du rat au dîner, comme on mange des reptiles, comme on mange du singe. En fait, nous, on juge avec notre regard européen, mais en fait, quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'ils ont tellement rien qu'on comprend, quoi, qu'ils mangent tout ce qu'ils ont sous la main. Donc du coup, ces chimpanzés sont menacés par les braconniers qui les chassent. Donc, l'association est là pour s'occuper de ces petits chimpanzés qui ont perdu leur maman et qui peuvent pas survivre tout seuls, parce qu'un chimpanzé, c'est vraiment comme nous. Donc, s'ils perdent leur maman, ils ont besoin d'une maman de substitution. Et en l'occurrence, quand ils ont perdu leur maman, ils sont pas dans un clan, ils sont tout seuls. Donc, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes dans la nature. Donc, ils ont besoin de nous pour tenir jusqu'à l'âge adulte, l'âge ado, allez, on va dire jusqu'à 12 ans. Et à 12 ans, ils peuvent être relâchés et vivre indépendamment, sans plus besoin d'aide de l'homme. Et ils sont relâchés dans des îles qui sont en face du camp et qui sont du coup des îles où l'homme après n'a plus le droit d'aller. Donc j'aimais bien aussi cette démarche de me dire, ok, ils ont besoin de nous vraiment. Et ensuite, ils sont relâchés en pleine nature, ils ne nous voient plus. Voilà, parce qu'il faut que ça reste quand même de l'état sauvage, quoi. Mais là, en l'occurrence, ces bébés-là, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Alors, ça donnait quoi au quotidien ? C'est incroyable. En fait, moi, je suis arrivée déjà sur ma pirogue, je pose un pied par terre sur le camp. Tout de suite, il y a un bébé qui arrive, qui galope, là, et il me saute dans les bras, il me serre super fort. Alors là, déjà, je pleure direct, quoi, parce que je me dis, waouh, j'ai fait tout ce voyage-là pour te trouver toi. Et en fait, donc c'est très très fort au niveau émotionnel, parce que on se rend compte que les chimpanzés, ils nous ressemblent tellement. Ils peuvent apprendre le langage des signes, donc on communique super bien avec eux, ils comprennent tout ce qu'on dit, et ils sont aussi câlins que nos enfants, ils ont besoin vachement d'être rassurés, des fois ils ont peur, ils viennent se blottir contre nous, ils ont des yeux, un regard comme le nôtre, quoi. Franchement, il n'y a pas de différence. Leurs mains, c'est pareil, un peu plus poilues, mais sinon c'est les mêmes. Et du coup, on s'en occupe dans le sens où alors quand ils sont très petits, c'est carrément biberon et c'est carrément accroché aux éco-volontaires toute la journée, vraiment, parce que c'est comme une maman chimpanzé. Et quand ils sont un peu plus grands, il faut leur apprendre en fait à aller dans la brousse, à suspendre aux arbres, à servir de balançoire. Alors nous, on est là en spectateur, hein. En fait, on est là juste pour les encadrer, pour vérifier qu'il n'y ait pas de braconniers qui viennent les chercher. Et puis ensuite, le soir, on les ramène au camp, ils dorment comme nous toute la nuit. C'est la seule espèce qui fait comme nous. Et ils se réveillent au petit matin et c'est reparti pour une journée. C'est fou ça. Et j'imagine qu'ils t'ont apporté énormément de choses. Ah, beaucoup. Je savais pas ce que j'allais trouver là-bas, parce que c'est toujours pareil quand on cherche un rêve à atteindre, on ne sait pas si on va pas être déçu. Je suis revenue avec énormément de sérénité, mais vraiment, c'est-à-dire que je suis très apaisée. J'ai été apaisée par
par ce pays qui pourtant est très dur, hein, parce que l'Afrique c'est dur, la pauvreté c'est terrible, et puis même c'est la loi de la jungle, quoi. Même les singes entre eux, ils peuvent se manger, enfin, du coup c'est violent partout. Et en même temps, c'est ce côté de me dire, ça y est, je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et waouh, cette espèce-là, ça fait tellement de bien de voir qu'il y a des espèces comme ça qui vivent sur notre planète avec nous, quoi. Il te manque un peu là? Ah bah oui. Ouais. Alors c'est terrible parce qu'en fait on s'y attache complètement, évidemment, hein. Alors moi j'ai de la chance d'avoir des enfants, donc du coup j'ai retrouvé mes chimpanzés à la maison, qui bien sûr ont vu toutes mes vidéos et veulent partir avec moi, hein, évidemment. J'imagine. Mais oui, et puis même Tristan, parce que du coup je suis partie seule sur cette aventure, et même Tristan il veut à tout prix venir avec moi, parce qu'il me dit mais j'ai trop envie d'aller jouer avec eux. Mais voilà, et je sais que je vais l'emmener. Bon, donc tu sais que tu y retourneras. Oui, j'y retournerai. Tu nous donneras des nouvelles. On s'est attachés, nous aussi, à ces petites bêtes poilues. Hein. Alors, tu es plutôt du genre à réaliser tes rêves, hein, on l'a bien compris. Ouais. Il y en a un qui est en cours de réalisation, enfin même bien avancé, qui est de devenir photographe animalier. Et il y a même à ce sujet une expo prochainement à Marseille dont tu vas nous parler. Oui, c'est une expo qui aura lieu donc le 7, 8, 9 décembre, Tripostale à Marseille. C'est un lieu que j'adore parce que c'est une ambiance jungle. C'est une Brésilienne qui s'appelle Paola qui l'a, et c'est vraiment une ambiance voilà, de nature. Donc du coup, je me suis dit ça colle parfaitement à ce que moi je veux montrer. Alors moi, je suis pas une photographe pro, hein, j'ai vraiment appris sur le tard. Je me suis lancée là-dedans parce que je me suis retrouvée avec un appareil photo entre les mains, que j'ai fait une photo d'un flamant rose et je me suis dit waouh, mais c'est tellement beau un flamant rose vu de près. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de photos dans nos voyages. Donc c'est vraiment tous mes coups de cœur, parce que j'ai toujours beaucoup de chance dans mes voyages, c'est qu'à chaque fois, je me retrouve face à face avec un animal. À chaque fois à ce moment-là, je sais pas pourquoi, il y a personne autour de moi et il se passe un truc où vraiment on échange un regard. À chaque fois, dans tous les pays que j'ai fait, j'ai eu cette chance-là, et du coup je me suis dit j'ai trop envie de partager cet amour, quoi, que j'ai à chaque espèce que j'ai rencontrée. À chaque fois, il y a quelque chose de fascinant dans leur regard et j'ai envie de montrer ça, peut-être pour partager mon amour, quoi, de la planète. C'est une façon pour moi de dire allez, venez, on fait quelque chose pour sauver voilà, ce monde qui est si beau et qui est en péril, quoi. Mais ça c'était en toi depuis toujours, j'ai l'impression, non? Cette passion-là. Oui, l'animal, oui, c'est sûr. Après, je savais pas comment l'aborder, et en fait, la photo, ça a été le déclencheur de dire, en fait, tu vas l'aborder de cette façon-là, c'est-à-dire que tu vas aller les voir, tu vas aller les rencontrer, et pour pouvoir en parler, tu vas ramener une jolie photo d'eux, quoi. Du coup, maintenant, c'est aussi un prétexte pour chaque voyage. Ouais. L'idée d'aller à leur rencontre. Absolument, ouais. Du coup, on s'est retrouvés à chercher les bisons en Pologne la nuit à 2h du mat, avec un guide qui était là, chut, qui nous faisait les bruits du bison. Mais on savait qu'il était pas loin, mais on l'a pas vu, mais c'était pas grave, c'était tellement une ambiance merveilleuse que en fait, on se retrouve du coup dans des aventures un peu folles, quoi. Alors malgré tous ces voyages et ces merveilleuses expériences, Marseille reste votre port d'attache? Ah oui, alors ce qui est drôle, c'est que systématiquement, quand on revient à Marseille, je dis à Tristan, qu'est-ce que j'aime cette ville. Ma question, c'était qu'est-ce qu'elle représente pour toi, justement, cette ville? C'est mon port d'attache, Ouais. mais vraiment. Et pourtant, moi, je suis pas marseillaise, hein, je suis arrivée là il y a 10 ans. Donc, du coup, j'ai débarqué, je détestais Marseille. Tu débarquais d'où? De Paris. Ouais. Alors, moi, j'ai grandi dans le Var, ailleurs. Et ensuite, comme tout le monde, journaliste, donc je suis partie bosser à Paris. Et puis, je suis revenue ici et j'aimais pas. Enfin, voilà, quand j'ai commencé ici, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette ville? Tout le monde me parle, tous les gens dans la rue, j'ai l'impression qu'ils voulaient tous me dire quelque chose. Et puis, je trouvais ça sale. Et puis, je me disais, vraiment, pendant 1 an, je me suis dit, je repars. C'est pas possible, c'est pas une ville pour moi. Et en fait, j'ai découvert Marseille à travers des gens qui l'aimaient, qui m'ont dit, non, mais attends, c'est pas là qu'il faut aller, on va te montrer les coins sympas de Marseille. Et en fait, petit à petit, je me suis tellement attachée qu'aujourd'hui, dans toutes les villes que j'ai faites dans le monde, il n'y en a qu'une où je veux être, c'est celle-là. Et pourtant, il y en a des défauts à Marseille, on le sait tous, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a cet attachement. Déjà, en fait, c'est presque pas une ville, c'est une personne, Marseille. Vraiment, on a un truc viscéral avec cette ville qui est minérale, qui peut être très dure les jours de tempête, les jours de Mistral qui est balayé, moi ça j'adore. En même temps, qui peut être hyper joyeuse les jours d'été très chaud. Mais il y a quelque chose d'animal à Marseille qui, moi, me plaît. Il y a des endroits ou des adresses fétiches que tu voudrais partager avec nous? Moi, à Marseille,
C'est simple, déjà dès que j'en ai marre du centre-ville, parce que je suis quand même toujours sur le Vieux-Port, je pars marcher dans les calanques à Calonge, Marseille Vert, déjà rien que ça me fait du bien. Je me dis, oh là là, à peine on part de la ville, déjà on est en pleine nature et c'est génial, à peine on prend le bateau. En 15 minutes, on peut voir des espèces incroyables, on peut voir des dauphins, on va plus loin, on peut même croiser des baleines. Enfin voilà, ça je trouve ça merveilleux. Et puis après, Marseille, c'est aussi toutes les petites adresses pour aller prendre l'apéro, voilà, toutes ces choses-là. Alors évidemment, moi j'ai mes petits coins coup de cœur. Il y a la Parenthèse dans le 8e, ça c'est un tout petit endroit mais hyper sympa où on prend des apéros, voilà, avec Tristan souvent, quand on a besoin de prendre un peu de temps pour nous, on va là dans cette petite bulle où il y a toujours de la bonne musique, des fois il y a des concerts live, il y a toujours du bon vin, ils sont super à nous proposer voilà, ce qu'il faut et on adore. Après, il y a plein de bonnes adresses, hein. Nous, on adore aller aussi à Pascal's Kitchen qui est ouvert que en saison, ça ferme l'hiver. Du coup, il y a ce côté quand ça réouvre Pascal's Kitchen, ça nous donne trop envie d'y retourner. C'est de la cuisine asiatique et ça nous fait voyager encore, donc on adore ça. Et puis, il y a le Rolling Club, là, juste à côté, la terrasse du Rowing aussi. Voilà, dès qu'il fait beau, c'est magique. Enfin, et c'est sans fin parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a toujours des petites adresses qui émergent. Moi, j'adore l'été aller faire des tours avec Borderline en bateau pour les soirées. On danse en pleine mer et on revient et on est émerveillé par Marseille la nuit quand on rentre en bateau. Voilà, j'en ai tellement. Quel enthousiasme en tout cas. Très communicatif, très contagieux. C'est bon à entendre. Alors, on va finir cette interview par un petit questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille en plus, donc ça tombe très bien. Ok. Je vais te demander si Marseille était une image. Alors, moi comme en radio, les images c'est du son. Je vais te dire que moi, Marseille pour moi, c'est le bruit du bateau qui part pour la Corse. C'est quelque chose de magique pour moi, vraiment. Et quand j'entends ce bruit, en fait, j'ai toutes les images de vacances, voilà, de Méditerranée qui me viennent, de Grande Bleue. Et du coup, c'est pour moi, Marseille, c'est ce son-là, c'est le son du bruit de la sirène, là, du bateau qui s'en va pour la Corse. Si Marseille était une chanson. Alors, si Marseille était une chanson... c'est vrai que avant de connaître Marseille, quand j'étais étudiante et que j'habitais dans le Var, j'étais au lycée, il y avait cette chanson qui passait à la radio là, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Et c'est Massilia Sound System, je crois, qui parle de la Méditerranée. Et en fait, qui parle de Marseille. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Parce que je me dis tout le temps ça. Quand je passe sur la corniche tous les jours, j'ai beaucoup de chance. Je fais ce trajet-là. Et tous les jours, je me dis, waouh, qu'elle est belle, notre Marseille sur cette Méditerranée. Si Marseille était un titre de film. Alors, oui, je dirais, j'ai 2 films en tête. Je dirais L'Auberge espagnole, parce que quand même, quel bordel, Marseille. Mais c'est fou. Mais après, on rencontre des gens d'univers tellement différents. Et c'est ce qui fait sa richesse. Et je dirais E.T. parce que vraiment, j'avais l'impression d'être une extraterrestre quand j'ai débarqué ici. Que pour moi, Marseille, c'était vraiment la ville que je ne comprenais pas. Et après, c'est comme dans E.T. de Spielberg, un film que j'adore. À la fin, tu t'y attaches tellement à ton E.T. que tu peux pas le voir partir. Voilà. Et ton expression ou juron favori? Ah ouais, alors ça, ça je sais pas parce que j'essaye de jamais jurer. Alors, c'est vraiment c'est une philosophie de vie. Voilà. Une petite expression qui viendrait là. Une petite expression, c'est mes enfants qui du coup ramènent de l'école le offant. Et je suis là, ah non, pas celle-là quand même. Merci beaucoup, Ambre. Merci de m'avoir reçu et longue vie à tes projets. Non, merci, Caroline. Salut. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple. Sur Twitter, Caro Bindel, ou sur Instagram, Caroline Bindel. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Salut!